son fils, Rastafari, et qui suivirent ensuite l'enfant, lorsque l'empereur l'accueillit auprès de lui après la mort de Makonnen. Juste une fragile poussière d'Europe, perdue dans la tourmente des combats d'où Ménélique faisait naître un État moderne. Quelques liens ténus, cherchant à renouer la civilisation latine, aux cathédrales enracinées du récif des hauts plateaux chrétiens sur lequel s'était brisé l'océan musulman. Née des amours de Salomon et de la reine de Saba, la lignée des empereurs avait toujours défendu la vraie nature divine du Christ contre les animistes, les chrétiens de Rome et les disciples de Mahomet. L'écroulement de Byzance, l'expansion arabe, n'avaient fait qu'unir les dogmes d'un peuple désormais détaché de ses frères à sa volonté farouche de rester lui-même. Ainsi, le royaume du prêtre Jean, que quelques moines érudits plaçaient encore vaguement au bord de la carte du monde, vécut son interminable histoire, seul et oublié, et sans autre repère que le ciel, pour échapper aux infidèles et proclamer le triomphe perpétuel du bien sur le mal. Cependant, bien des peuples avaient échoué au rivage mouvant du roc chrétien, pénétrant lentement ces vallées, mêlant leur sang, leurs coutumes et leur langue à la beauté préservée d'une antiquité immobile. Galaz et Somalie du Sud, Dankalises et Arabes de la mer Rouge, enfants d'esclaves bantous, radiés en Afrique noire. Pour faire respecter ces lois parmi tant de féodalités différentes, l'Empire roulait constamment sur lui-même le tissu des rois vassaux, pour que le pouvoir du centre pût toujours briser les ambitions et les intrigues. Et Ménélique avait achevé de coudre ainsi l'étoffe de ses peuples avec la poudre et le fer de ses armées sans cesse en mouvement. Aussi les puissances coloniales s'étaient-elles détournées d'une telle forteresse. Seuls les Italiens, conviés avec retard au partage du festin, commirent alors l'erreur de confondre le plat auquel personne n'avait osé toucher avec le dessert de leur unité toute fraîche. Sur le plateau désolé d'Adoua, Ménélique massacra leur colonne. L'Éthiopie était sauvée. Ménélique vit s'éloigner le rêve colonial de Rome, mais trop âgé, il ne put entendre sa rumeur mal éteinte, venant battre au loin les dunes de Tripoli. Cette fois, pour les Italiens, ce fut plus facile. La Libye était un membre desséché de l'Empire ottoman, que seule la volonté du prince Idriss Sénoussi tentait d'irriguer encore. On tailla sur les côtes à coups de canonnières, dans les oasis avec les bombes des premiers avions, parmi les Bédouins, en dressant les potences qui n'avaient pu servir en Éthiopie. Cruauté de vengeance, où les Libyens payèrent le prix qu'avait infligé Ménélique 20 ans plus tôt. Pour les officiers italiens, la guerre était redevenue cette bonne affaire qu'on peut vendre à des politiciens qui veulent gagner les élections. Ils avaient retrouvé tout l'appétit que la pâtée de mitraille de Ménélique leur avait fait perdre, et ils attendaient désormais impatiemment le deuxième service. Or, à Addis-Abeba, la fleur nouvelle semée par Ménélique avant sa mort se flétrissait déjà sous les intrigues d'une dangereuse décadence. Le nouvel empereur, le séduisant et ténébreux Ieyasu, y avait consumé son pouvoir auprès des femmes en s'apprêtant à commettre le sacrilège d'une conversion à l'islam. Et la noblesse s'était résolue à le déposer pour offrir la couronne à une fille de Ménélique, l'impératrice Zaouditou. Rastafari, le petit cousin, relégué au gouvernement de la lointaine province du Harar, avait mené toute l'intrigue, et Zaouditou venait de le désigner comme régent. Pour les partisans de Ieyasu, insaisissable prétendant fugitif soulevant les provinces,
et pour la cour incrustée dans ses privilèges, ce parent pauvre, trop habile et silencieux, n'était qu'une menace d'usurpateur, dont seul le nom n'était pas un vol, Tafari, celui qui sera craint. Les Italiens pensaient de leur côté que l'énigme de ce régent surgi de l'ombre était relativement facile à résoudre. Ils avancèrent vers lui la patte de velours du duc des Abruzzes, qui venait de coloniser la Somalie, et la retirèrent prestement, abasourdis par un rapport qui ne parlait que d'une stupéfiante intelligence des affaires d'Europe et d'un redoutable entendement de la diplomatie moderne. Où donc cette vignette pour roi mage avait-il pu acquérir de semblables connaissances? On s'intéressa dès lors discrètement au progrès de son pouvoir. Épris d'ordre et d'équité, l'homme veillait à ce que fussent appliquées partout les lois de l'Évangile, et ses esclaves aux pieds nus portaient ses décrets en Amérique jusque dans les justices de paix les plus reculées, tissant peu à peu sur toute la surface de l'Empire la toile d'araignée de la raison d'État. Tempérant et chaste, il n'avait cédé qu'une fois à la tentation de ces mariages provisoires avec les femmes de la cour qu'admettait son Église et dont les multiples enfants naturels compliquaient à l'infini les jeux dynastiques. Puis il avait épousé en noces officielles une princesse Gala, en proclamant qu'il ne connaîtrait plus d'autre épouse. Cependant, l'affaire avait failli mal tourner, ses adversaires ayant dénoncé les liens précédents de sa femme avec un notable vieillissant, et il s'était retrouvé un temps mis au banc des sacrements de l'Église. Il retira de cette épreuve un surcroît d'amour pour sa femme, avec la volonté farouche de réformer le clergé. Et comme Zaoditu lui avait renouvelé sa confiance en le couronnant négus d'un royaume vassal et prince héritier de l'Empire, il exigea que